je n'aurais jamais pensé que ma propre fille, mon sang, me crierait au visage comme si j'étais une étrangère. Tu ne verras pas un centime de mon argent, vieille sorcière. La porte de sa toute nouvelle maison de luxe s'est fermée brutalement, et ma valise qui portait encore l'étiquette du voyage en bus est tombée à ses pieds dans un bruit sec. Le ciel, comme pour souligner l'humiliation, s'est ouvert en pluie. Je suis resté là, au milieu du chemin en pierre de son jardin bien décoré, trempé jusqu'aux os, avec l'âme encore plus brisée que le parapluie cassé que je tenais encore à la main. Je n'ai pas répondu. Pourquoi le faire? Je savais que n'importe quel mot de ma part allait devenir une excuse de plus pour qu'elle me crache son venin. Je l'avais vu changer lentement, passer de cette fille gentille qui m'accompagnait à mes shifts de nuit à la cafétéria à cette femme froide, obsédée par le luxe et le statut. Mais je n'ai jamais cru qu'on en arriverait là. Me jeter dehors comme si j'étais une peste, un poids. Une semaine avant, je cuisinais encore pour ses enfants. Je nettoyais la maison pendant qu'elle passait d'un travail à un autre, rêvant de créer sa propre marque de cosmétiques. Je payais la moitié des factures, même si mes genoux ne tenaient plus. Mais je le faisais avec amour, parce qu'elle m'avait répété 1000 fois. Maman, si un jour on gagne à la loterie, la première chose que je ferai, c'est acheter une maison au bord du lac. Oui, la loterie. Quelle ironie. C'est moi qui ai acheté ce billet un après-midi ordinaire, après avoir acheté des œufs et du pain. Je l'ai collé sur le frigo avec l'aimant de la Vierge du Carmen. J'ai ri toute seule. Et si ça changeait nos vies? Elle l'a vu. Elle l'a pris. Elle n'a jamais rien dit. Quelques jours plus tard, elle est apparue en hurlant, sautant de joie. On a gagné 10 millions, maman. Et cette nuit-là, elle est partie. Pas un mot, pas un appel. C'est ma voisine qui m'a dit qu'elle l'avait vue monter dans un camion de déménagement à 5 heures du matin. Et le pire, c'est qu'elle a commencé à s'en vanter partout, sur les réseaux sociaux, en soirée, même dans des interviews locales. Elle disait qu'elle s'était enfin libérée de ceux qui la retenaient. Et moi, je regardais ces publications où elle me traitait de parasite, de mouche morte, de pauvre sorcière. Et quelles options avais-je? Continuer à baisser la tête comme toujours, ou me relever? Je suis allé à la station-service où j'avais acheté le billet. Le caissier, un jeune homme qui m'appelle toujours Donia, m'a reconnu tout de suite. Il m'a montré les caméras. On me voyait, avec mon manteau gris, en train de payer en liquide. J'ai appelé le bureau de la loterie. Ils ont ouvert une enquête. Ils ont gelé le prix. Je ne lui ai rien dit, pas un mot. Elle continuait à faire la fête. Elle a acheté des montres, elle a même fait une liposuction. Et moi, je rassemblais des preuves, avec un avocat discret et efficace. Pas par vengeance. Pas encore. Mais par justice. Parce que je n'allais plus permettre à personne d'écraser ma dignité. Pas même ma fille. Et cette nuit-là, sous la pluie, devant sa grande maison, j'ai compris quelque chose. La trahison la plus douloureuse ne vient pas de l'ennemi, mais de celui qui vient déguisé en amour. Mais j'ai aussi compris autre chose. Elle n'a jamais regardé le nom imprimé sur le billet gagnant. Et ça, ma chérie, ça a été sa première grande erreur. Une semaine avant qu'elle me jette dehors comme un vieux meuble, on vivait encore ensemble. Je faisais à manger pour ses enfants, je préparais leur repas pour l'école, et je la réveillais même avec du café quand elle avait un entretien. Elle dormait tard, se plaignait du trafic, passait des heures à planifier sa marque personnelle. Chaque semaine, c'était une nouvelle idée, savons artisanaux, coaching spirituel, cours de maquillage. Mais elle ne tenait jamais plus d'un mois. Et moi je la soutenais. Parce que je suis sa mère. Et les mères, du moins celles de ma génération, ne savent pas abandonner. La maison n'était pas grande, mais elle avait une histoire. On l'avait achetée ensemble quand mon mari est mort. Moi, j'avais travaillé presque 30 ans dans une boulangerie, me levant à 4 heures du matin, pétrissant sans gants, même en hiver. Avec cet argent, j'ai payé la moitié de la maison. L'autre moitié, c'était un prêt à mon nom. Mais, par amour ou naïveté, la maison avait été enregistrée à son nom. Comme ça, maman, si un jour il m'arrive quelque chose, tu n'auras pas de problème avec les papiers. Ah, si j'avais su. Je me souviens encore de la nuit où j'ai acheté le billet. C'était pour une bêtise, vraiment. J'étais dans la file pour payer le lait, et l'homme devant moi a pris le dernier paquet. Je me suis senti tellement frustré. Oui, juste pour du lait. Alors j'ai acheté le billet par impulsion. On va voir si, une fois dans ma vie, j'ai de la chance, ai-je murmuré en riant à moitié. Je l'ai collé sur le frigo avec l'aimant tordu de la Vierge. Comme si je faisais un pacte avec le ciel. Elle l'a vu. Elle était là quand je l'ai mis. Et cette nuit-là, sans rien dire, il a disparu. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je ne vérifie jamais les numéros. Pour moi, c'est comme jeter une pièce dans un puits. Mais ensuite, j'ai vu les infos à la télé.
Gagnante anonyme du prix de 10 millions dans notre ville. Et à cet instant, quelque chose m'a fait regarder le frigo. Le billet n'était plus là. Je n'ai rien dit. Je me suis assise, j'ai bu ma tisane, comme chaque soir. Et je suis restée là, à regarder la lumière clignotante du micro-ondes. Le matin suivant, elle s'est levée avec un sourire beaucoup trop large. Elle a annoncé qu'elle sortirait tôt. Et ce soir-là, elle est revenue comme si le monde entier lui appartenait. Maman, la chance a changé nos vies, a-t-elle dit. Mais le nous a vite disparu. Elle parlait d'acheter, de voyager, de déménager. Mais elle n'a jamais dit « Tu viens avec moi ». Cette même nuit, elle a commencé à faire ses valises en cachette. Quelques jours plus tard, elle ne dormait plus à la maison. Puis un taxi est arrivé, avec une femme en uniforme blanc, une nounou pour les enfants. Elle ne m'a même pas demandé. J'ai compris sans un mot. Elle était en train de me remplacer. Et même si ça faisait mal, je suis restée silencieuse. Parce que parfois, le silence n'est pas une faiblesse. C'est de l'attente. C'est observer. Pendant qu'elle posait sur les réseaux avec de nouvelles robes, moi je collectais des indices, des détails, des pistes. Je savais que quelque chose clochait. Que cette chance n'était pas la sienne. Et au fond de moi, je savais que ce billet était à moi. Mais plus que l'argent, ce qui me faisait mal, c'était autre chose. La voir devenir quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Et quelles options avais-je? La supplier? Non. J'attendrais. Et quand la vérité sortirait, il n'y aurait pas besoin de crier. Il suffirait de montrer le nom imprimé, et de regarder son monde s'écrouler. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'étais allé au supermarché pour acheter de la farine, du beurre et une petite boîte de thé à la menthe. C'était jeudi, le jour où je préparais des gâteaux. J'aimais avoir quelque chose de sucré pour les enfants quand ils rentraient de l'école, même s'ils ne me remerciaient plus. Pendant que j'attendais à la caisse, j'ai vu l'affiche de la loterie, collée de travers avec du scotch, comme oublié. Et là, il y avait ce montant écrit en gras, 10 millions. Et si cette fois, c'était la bonne? Ai-je pensé? Je ne l'avais même pas prévu. Je l'ai acheté sur un coup de tête, comme on fait une petite folie sans réfléchir. Je l'ai plié en 4, mis dans le sac à pain, et je suis rentré. Une fois à la maison, je l'ai collé au frigo avec un aimant. J'ai ri toute seule. Si on gagne, je m'achète une maison au bord de la mer et je me lève tous les jours à 10 heures. Je l'ai dit à voix haute, pas parce que j'y croyais vraiment, mais parce que ça faisait des années que plus personne ne rêvait avec moi. Ma fille était sur le canapé, un masque vert sur le visage, son téléphone à la main. Elle ne m'a même pas regardé. Elle n'a rien dit. Mais en passant près d'elle pour aller à la cuisine, j'ai vu un éclat dans ses yeux. Comme si elle avait entendu plus que ce qu'elle voulait faire croire. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, je suis allé boire un verre d'eau. Je me suis approché du frigo sans y penser. Et j'ai remarqué, l'aimant était toujours là, mais le billet avait disparu. Je suis resté figé. J'ai regardé par terre, dans la poubelle, derrière les aimants. Rien. Je n'ai rien dit. Je ne me suis pas énervé. Je suis juste allé dans ma chambre, j'ai éteint la lumière et j'ai fait une longue prière. Pas pour gagner, mais pour que, si elle avait gagné, il lui reste un peu d'âme, pour partager. Mais elle ne l'a pas fait. L'annonce officielle est arrivée 2 jours plus tard. Quelqu'un de notre ville avait gagné. Et ce même jour, ma fille s'est habillée comme jamais. Rouge à lèvres vifs, talons gros, parfum cher. Je sors faire quelques courses, a-t-elle dit, en me faisant un clin d'œil. Cette nuit-là, elle n'est pas rentrée. Elle ne m'a rien dit. Mais je savais. J'avais déjà trop vu ce visage. Le visage qu'elle fait quand elle obtient ce qu'elle veut, et qu'elle n'a aucune intention de le partager. Ensuite, les cartons ont commencé à défiler. D'abord les siens, puis ceux des enfants, puis la nounou. Et moi, je suis resté là, à regarder ma fille transformer son rêve en château, avec une clé qui ne lui appartenait pas. Pas un mot de remerciement. Juste du silence. Ou pire, de l'indifférence. J'aurais pu l'affronter ce jour-là. Mais non. Parfois, le temps est plus tranchant que les mots. Et moi, ami, j'aiguisais le mien. Parce que ce billet portait mon nom, même si elle ne le savait pas encore. Le matin où j'ai découvert qu'elle était partie, la maison était trop silencieuse. Il n'y avait plus les dessins animés à la télé, ni les cris des enfants qui se disputaient pour les céréales. Juste le bruit du frigo, et un vide dans mon ventre. C'est ma voisine, Donia Kata, qui m'a tout dit. J'ai vu un déménagement ce matin, vers 5 heures. Un camion blanc, sans logo. Elle est partie sans se retourner. 5 heures du matin. Même pas un au revoir. Je me suis assise sur le vieux fauteuil à bascule, encore en peignoir, les cheveux attachés à moitié.
J'ai gardé mes mains occupées à tricoter, comme je faisais toujours quand je me sentais plus faible que je voulais l'admettre. Mais cette fois, mes doigts tremblaient. Je suis allé à la cuisine. J'ai regardé les aimants. Rien. J'ai de nouveau regardé l'endroit vide où était le billet. C'était comme si, en le prenant, elle avait aussi arraché une partie de moi. Ma fille ne vivait plus ici. Elle avait déménagé. Mais elle n'avait laissé ni adresse, ni mot, ni message. Elle avait juste emporté les enfants, et le billet. C'était ça, son grand départ. Ce soir-là, je me suis servi une soupe légère. J'avais du mal à avaler. Je me suis couché tôt, ou du moins j'ai essayé. Mais à 3 heures du matin, je me suis réveillé avec une idée aussi claire qu'un éclair. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle avait acheté un billet. Jamais. Et pourquoi l'aurait-elle fait? Le seul billet qu'il y avait dans cette maison, c'était le mien. J'ai allumé la lampe de la table de nuit. J'ai fouillé dans les sacs de course où je gardais les tickets de caisse, les reçus, les pense-bêtes. Je voulais voir si, par hasard, j'avais gardé le numéro de série. Je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose. Le reçu du jour de l'achat. Même jour, même heure, même caisse. C'est ce qui m'a poussé à agir. Le lendemain, je suis retourné à la station-service où j'avais acheté le billet. Le jeune du comptoir m'a reconnu. Donia Lydia. C'est vous qui achetez toujours du thé au gingembre et un billet porte-bonheur, pas vrai? J'ai hoché la tête, avec un sourire un peu forcé. Vous vous souvenez si j'en ai acheté un il y a 2 semaines? Un jeudi après-midi? Il a cligné des yeux, pensif. Oui, ce jour de pluie. Vous étiez la dernière dans la file. Vous vous êtes même plainte qu'il vous manquait de la monnaie. J'ai senti un tel soulagement que j'ai eu envie de pleurer. Vous avez des caméras? Ai-je demandé. Est-ce qu'on peut encore voir les images? Il m'a promis de vérifier. Il a pris mon numéro. Il m'a dit que le responsable m'appellerait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mais pas par tristesse. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose. De la clarté. Je n'étais plus une mère abandonnée. Ni une femme invisible. J'étais une femme prête à se battre. Et cette fois, mon arme, c'était la vérité. Parce que je n'avais pas besoin de mendier quoi que ce soit à personne. Juste à prouver ce que j'avais toujours su. Ce billet portait mon nom, même si elle l'avait caché sous ses ongles fraîchement vernis. J'ai rouvert le frigo, même si je savais déjà qu'il n'y avait plus rien. Parfois, une partie de moi espérait encore retrouver le billet caché sous une vieille recette ou derrière un des aimants des enfants. Mais non. L'espace était toujours vide. Comme si elle avait aussi emporté mes espoirs, ma confiance, mes années. J'ai passé ma main sur la porte en métal. Le froid m'a ramené à la réalité. Ce billet n'avait pas disparu. Quelqu'un l'avait pris. Et cette personne vivait avec moi. Elle avait partagé ma table, mes nuits de veille pour ses enfants, mes derniers centimes pour payer la lumière. Je n'avais pas besoin de preuves pour savoir. Je le sentais dans mon corps. Comme on sent qu'une tempête approche, même si le ciel est bleu. La façon dont elle évitait mon regard. Son envie soudaine de partir. Son silence quand j'ai parlé du numéro gagnant. Tout pointait vers la même chose. Mais sentir ne suffit pas. Il faut le démontrer. Je me suis préparé une tisane, comme chaque nuit. Je me suis assise à la table, celle où je faisais les comptes du mois. Et j'ai commencé une liste, jour d'achat, lieu, heure, témoin. Je me sentais comme une enquêtrice dans une affaire policière. Mais ce n'était pas seulement pour l'argent. C'était pour la vérité. Pour ce qu'elle m'avait volé, ma dignité. Le lendemain, j'ai reçu l'appel du responsable de la station-service. Donia Lydia, nous avons la vidéo. On vous voit très clairement acheter le billet et le mettre dans votre sac. Mon cœur a tremblé. Je peux avoir une copie? Bien sûr. On vous la prépare sur une clé USB. Avant de raccrocher, j'ai posé une autre question. Vous avez encore le ticket de caisse de ce jour-là? Il a marqué une pause. On a eu de la chance. Le système garde encore les enregistrements. On voit votre achat, thé, pain, et un billet de loterie. À 16h27, exactement. J'ai raccroché, les mains moites. J'ai pris une grande inspiration. Je suis allé jusqu'à mon petit hôtel dans le salon, là où je garde un médaillon avec une photo de ma mère. Aide-moi à avoir de la force, maman, ai-je chuchoté. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je n'étais plus seul. Je savais que ma fille avait déjà commencé à dépenser l'argent. Je le voyais sur ses réseaux sociaux, vêtements de marque, dîner chic, une nouvelle voiture Bordeaux avec un toit panoramique. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est ce message qu'elle a posté. Enfin libre des parasites émotionnels. La chance est aux audacieux.
Là, je n'avais plus de doute. C'était bien de moi qu'elle parlait. Pas besoin de nom. Et maintenant, que faire? Me taire comme toujours? Ou faire ce qu'il fallait? Je suis allé voir un avocat. J'ai apporté le reçu, la clé USB et les captures d'écran de ses publications. Il m'a écouté calmement. Quand j'ai terminé, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Madame, ce n'est pas seulement un vol. C'est une usurpation d'identité économique. Vous avez tout ce qu'il faut pour prouver que ce prix vous revient. Je suis sorti de son bureau plus droite, comme si les années s'étaient envolées. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas faire de scandale. Mais quand la vérité éclaterait, elle devrait me regarder en face et assumer ce qu'elle avait fait. Parce que, même si elle ne le savait pas encore, cette fortune n'était pas la sienne. Elle ne l'avait jamais été. Les jours suivants, je l'ai vue se transformer. Comme si quelqu'un d'autre avait pris sa place. Elle ne me parlait plus, même pas par message. Elle ne me demandait plus si j'avais besoin de quelque chose, ni si j'avais à manger chez moi. Mais sur ses réseaux sociaux, elle menait une autre vie. Des dîners avec du vin, des brunchs avec des copines qui ne lui adressaient même pas la parole avant. Et ce langage faux, celui de ceux qui veulent impressionner. Ici, je visualise l'abondance. Quand tu te libères de la négativité, tout coule. Négativité. C'est comme ça qu'elle m'appelait, maintenant. Moi, qui avais gardé ses enfants quand elle pleurait à cause de son premier divorce. Moi, qui avais vendu mes bagues pour l'aider à payer ses études, qu'elle n'a même jamais terminées. Moi, j'étais devenu l'ombre qu'elle effaçait de ses photos, avec des filtres et des poses. Je ne l'ai pas confrontée. Je ne l'ai pas appelée. Je l'ai juste observée. Parce que parfois, le silence est l'arme la plus puissante. Mes voisines me demandaient si j'étais parti en voyage. On ne te voit plus avec les petits, disait-elle. Je souriais. Je faisais semblant que tout allait bien. Je suis devenue experte pour mentir avec les yeux. Mais à l'intérieur, je me préparais. L'avocat avait déjà lancé les démarches. Le bureau de la loterie coopérait. Ils ont vérifié la vidéo de l'achat, le reçu, et ils ont gelé le paiement total. Personne ne pouvait toucher un seul centime avant la fin de l'enquête. Et elle, si sûre d'elle, ne se doutait de rien. Un jour, mon petit-fils a envoyé un message sur WhatsApp. Et, pourquoi tu ne viens plus? Mon cœur s'est serré. J'ai voulu lui dire la vérité. Mais non. Ce n'était pas encore le moment. Je lui ai juste répondu avec un petit émoji sourire et très bientôt, mon cœur. Parce que, les enfants, n'y étaient pour rien. Je passais mes après-midi en silence, à classer des papiers, monter des dossiers, enregistrer tout. Je suis devenue la détective de ma propre vie. Et pendant ce temps, ma fille s'enfonçait dans son mensonge. Elle se croyait intouchable. Un dimanche, elle a publié une photo à la plage avec un texte qui m'a retourné l'estomac. Ceux qui doutaient de moi me regardent maintenant d'en bas. D'en bas. Je l'avais pourtant élevée pour qu'elle ne croie jamais qu'il y avait un en haut ou un en bas. Seulement des gens qui marchent côte à côte. Mais maintenant qu'elle se croyait riche, elle avait tout oublié. Et moi, que pouvais-je faire? Je me suis mise mon pull le plus propre, j'ai pris mon vieux sac en cuir, et je suis retourné voir l'avocat. Il m'a remis une enveloppe avec des documents importants. La confirmation du gel du paiement. Le rapport du vérificateur de la loterie. Et l'invitation à une conférence de presse pour annoncer le résultat officiel. L'enveloppe pesait lourd. Pas à cause du papier. À cause de ce qu'elle représentait. Ce même jour, je me suis acheté une robe. Pas une robe chère, non. Mais une qui me faisait me sentir digne. Je me suis coiffé. J'ai mis du parfum. Parce que cette version de moi qu'elle avait enterrée, la femme forte et silencieuse, était de retour. Elle croyait que le monde lui appartenait. Mais elle avait oublié de lire le nom sur ce petit papier magique. Et ça, ma chérie, ça allait être sa chute. Je me suis levé tôt, comme toujours. J'ai préparé ma tisane. J'ai tourné 2 fois la cuillère dans la tasse, et je me suis assise à la table, bien installée, avec la nappe bien lissée. Ce petit geste m'aidait toujours à réfléchir. Pendant que la vapeur me caressait le visage, j'ai relu tous les documents que l'avocat m'avait donnés. Tout était en ordre. Je les avais tous. La date de l'achat. La vidéo de surveillance. Le reçu. Même une copie signée du rapport du technicien de la loterie, qui confirmait que la réclamation initiale ne correspondait pas à l'identité de l'acheteur. Ce billet, selon tous les dossiers, était à moi. Et pourtant, je ne me suis pas mise à danser. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, avec un mélange étrange de justice et de douleur. Parce qu'une mère ne rêve jamais de se venger de sa fille.
Mais une mère ne peut pas non plus laisser qu'on l'écrase. Pendant ce temps, elle continuait à fêter, à sortir, à vivre dans cette maison qu'elle avait achetée avant même d'avoir reçu le moindre euro. Elle disait investir dans l'immobilier. Mais je savais que tout était à crédit, avancé par les banques, qui croyaient à son histoire de gagnante. Ils ne savaient pas encore que cette histoire allait s'effondrer comme un château de cartes. Un vendredi, elle a posté une photo, une coupe à la main, avec comme légende: quand tu lâches ceux qui te ralentissent, l'univers te récompense. Ses amis la félicitaient. L'une d'elles a même écrit: j'ai toujours su que tu étais une étoile. Tu as bien fait de couper avec l'énergie vieille. Énergie vieille. Voilà ce que j'étais pour elle. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait plus de retour possible. J'ai appelé mon avocat. Je suis prête pour la conférence de presse, je lui ai dit. Je ne veux ni fleurs, ni caméra en pleine figure. Je veux juste que le monde sache la vérité. Que je ne suis pas une voleuse. Que le billet était à moi, depuis le début. Il a tout organisé avec discrétion. Il a contacté la loterie, envoyé les communiqués, préparé une petite salle, mais digne. Je n'ai invité personne. Je ne voulais pas un spectacle. Juste de la justice. Mais, à l'intérieur, je ressentais aussi autre chose. Une force que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Comme quand j'ai dû l'élever seul, sans aide. Comme quand je faisais des doubles shifts pour lui payer sa première voiture. Cette force qui vient quand tu sais, au fond de toi, qui tu es. Ma fille, elle, ne se doutait toujours de rien. Un soir, pendant que je dînais dans l'hôtel où je logeais temporairement, je l'ai vue à la télé du restaurant. La nouvelle millionnaire de la ville fait le buzz sur les réseaux. Elle parlait d'une voix assurée, avec une prestance qu'on ne lui connaissait pas. Ce prix m'a changé la vie, disait-elle. Maintenant, je peux prendre soin des miens avec plus de liberté. Prendre soin des siens. Quelle ironie. J'ai baissé les yeux. J'ai bu une gorgée de thé. Et je suis remonté dans ma chambre. Parce que je savais que, dans quelques jours, cette image qu'elle avait fabriquée allait s'effondrer. Et pas parce que je voulais la détruire. Non. Mais parce que la vérité, quand elle mûrit en silence, tombe avec tout le poids de la dignité. Et ça, aucun argent ne peut l'arrêter. Je n'ai pas eu besoin d'attendre longtemps pour voir son vrai visage. Celui qu'elle ne cachait plus, même devant des inconnus. Un matin, j'ai reçu une capture d'écran sur WhatsApp. C'était une publication qu'elle avait mise sur Facebook. La photo la montrait assise sur l'escalier de sa nouvelle maison, entourée de sacs de marque. Le texte disait: voilà à quoi ressemble la liberté, après avoir lâché le fardeau. Les commentaires étaient encore pires. Une de ses amies a écrit: tu as bien fait de te débarrasser de cette dame. Et ma fille a répondu avec un emoji souriant, et 3 mots. Vieille sorcière inutile. Je suis resté à regarder ces mots pendant plusieurs minutes. Ils ne faisaient pas mal comme on pourrait le croire. Ce qui faisait mal, c'était le culot. Le fait qu'elle le dise sans peur, sans honte. Sans même essayer de le cacher. Et ça, au lieu de me détruire, m'a donné plus de force. Elle croyait vraiment que j'allais me taire, qu'elle pouvait me cracher dessus en public, après tout ce que j'avais fait pour elle? Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien posté. Mais je suis allé directement chez l'avocat, avec les captures. C'est de la diffamation publique, je lui ai dit. Il a hoché la tête. Et c'est aussi très utile pour le reste. Ça montre son mépris, son intention de frauder, et l'absence totale de volonté de partager le gain. Pendant ce temps, elle continuait de faire la fête. Elle donnait des interviews, postait des phrases inspirantes. Elle a même enregistré une vidéo avec de la musique douce en fond, où elle disait qu'elle avait brisé les cycles d'abus générationnels. Et les gens l'applaudissaient. Ils ne savaient rien. Moi, en silence, je gardais chaque mot, chaque vidéo, chaque post. Mes dossiers numériques étaient plus organisés que tous ces beaux discours. Et puis est arrivé le jour décisif. Le bureau de la loterie m'a appelé. L'enquête était terminée. Le verdict était clair. Le billet avait bien été acheté par moi. Tout concordait, l'enregistrement, l'heure, le reçu, l'identité. Ils ont programmé une conférence de presse pour annoncer officiellement le vrai gagnant. Mon nom serait au micro. Le sien, dans le silence. Vous voulez l'informer vous-même? M'a demandé l'avocat. J'ai souri, sans joie. Pourquoi faire? Qu'elle le découvre en direct. Comme moi j'ai découvert sa trahison. La veille de la conférence, j'ai peu dormi. Pas à cause du stress. C'était un mélange de tristesse et de détermination. J'ai sorti la robe que j'avais achetée spécialement pour ce moment. Pas tapac sans grave-l'œil, mais élégante, classique. Une robe qui me faisait me sentir complète.
Je me suis regardé dans le miroir avant de partir. Je n'ai pas vu une victime. J'ai vu une femme solide. Entière. La tête haute. Ce jour-là, pendant qu'elle postait une énième selfie avec la légende. En route pour une séance spa. Moi je marchais vers le bâtiment de la loterie. Avec mes documents sous le bras. Et la conscience tranquille. Je n'avais ni garde du corps, ni médias à mes pieds, ni lunettes de soleil. J'avais quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. La vérité. Pendant qu'elle continuait à poster des phrases toutes faites sur « fermer les cycles » et « lâcher ce qui ne t'élève pas ». Moi je signais des papiers dans le bureau de l'avocat. Chaque signature était comme une brique en plus dans le mur que je construisais entre son mensonge et ma vérité. Je ne ressentais pas de rage. Je ressentais de la paix. Une paix étrange, oui, mais profonde. Comme quand tu arrêtes de nager à contre-courant et que tu te laisses porter par la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Elle ne le savait pas encore. Mais le décor sur lequel elle posait comme une reine était déjà en train de s'écrouler. Cette semaine-là a été décisive. On m'a appelé pour confirmer les détails de la conférence de presse. Le lieu, la présence des journalistes. Et si je voulais faire une déclaration? J'ai dit oui. Mais pas un discours. Juste quelques mots. Je n'avais pas besoin de convaincre qui que ce soit. Juste de confirmer ce qui m'appartenait. Mon avocat m'a félicité. Votre calme est remarquable. La plupart des gens, à votre place, auraient crié l'histoire sur tous les toits. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était de la fatigue. À mon âge, on apprend que faire du bruit ne sert qu'à distraire. La vraie force, elle est dans le silence. Pendant ce temps, ma fille semblait plus confiante que jamais. Elle est même allée jusqu'à organiser un dîner avec ses amis proches. Un gâteau y portait l'inscription. Dieu m'a béni pour m'être libéré. Un de ses invités a posté une story en disant « Ici, avec la plus riche, la plus libre et la plus éveillée. » Mais ce que personne ne savait, c'est qu'au même moment, son prix était toujours gelé. Pas un seul centime n'avait été versé. Et ça, c'était ma petite victoire secrète. J'avais appris à ne pas crier, à ne pas donner d'explications à ceux qui ne les demandent pas avec amour. Et cette leçon m'avait amené jusque-là. L'avocat m'a remis une copie du rapport final, signé par toutes les autorités nécessaires. C'était officiel, légal, indiscutable. La loterie me reconnaissait comme l'acheteuse légitime. Et elle n'était qu'une imposture. Une femme qui avait tenté de profiter du lien le plus sacré. Le lien entre une mère et sa fille. J'ai rangé le document dans une pochette en cuir. Je l'ai glissé dans mon vieux sac. Ce sac qu'elle avait tant méprisé. On dirait une pauvre, disait-elle. Mais maintenant, ce sac contenait un nom propre. Une dignité intacte. Et 10 millions de raisons de marcher la tête haute. À la maison, je me suis préparé un simple ragoût. J'ai pétri du pain avec mes propres mains. Pas par nécessité. Par habitude. Parce que malgré tout, je n'étais pas une millionnaire d'Instagram. J'étais une femme réelle. Avec une histoire. Avec des cicatrices. Avec du feu. Et pendant que le pain dorait au four, j'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit une phrase que je n'aurais jamais cru prononcer. Je suis prête. Que tout vienne. Je suis prête. J'ai reçu l'appel un lundi matin. Pendant que j'étendais des draps propres dans la cour. Madame Lydia, a dit la voix de l'employé de la loterie. Nous voulons vous féliciter. L'enquête est terminée. Vous êtes la propriétaire légitime du billet gagnant. Je me suis assise sur le banc, à côté de la machine à laver. Le drap encore dans les mains. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste restée silencieuse. Comme si j'avais besoin que la Terre fasse un tour de plus pour comprendre ce qu'on venait de m'annoncer. Et maintenant, que se passe-t-il? Ai-je demandé? Une conférence de presse est prévue ce jeudi. Le résultat y sera annoncé officiellement. Et bien sûr, on vous présentera comme la véritable gagnante. Après cela, vous pourrez décider si vous préférez recevoir le montant en une seule fois ou en paiement annuel. J'ai raccroché avec les mains tremblantes. Je me suis adossé au mur de la buanderie. Le regard perdu vers le sol. Pendant des années, j'avais rêvé d'un moment comme celui-là. Et maintenant qu'il arrivait, ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à de la justice. À un équilibre enfin rétabli. Ce même jour, je suis allé à la banque. J'ai ouvert un compte spécial, sécurisé, conseillé par des experts. J'ai demandé que tout reste discret. Je ne voulais pas de luxe. Pas de scandale. Pas de couverture de magazine.
Je voulais seulement la sécurité, la tranquillité, le contrôle. Mon avocat m'a accompagné à chaque étape. Il m'a expliqué les impôts, les délais, les décisions à prendre. Je l'ai écouté attentivement. Mais dans ma tête, je pensais à autre chose. Et toi, qu'est-ce que tu feras quand tu découvriras que tout ce que tu as construit avec mon billet était un mensonge? Elle, de son côté, restait aussi confiante que toujours. Ce jour-là, elle a posté une nouvelle phrase. Ceux qui ne t'élèvent pas, t'alourdissent. Parfois, il faut couper la racine pour avancer. La racine. C'est comme ça qu'elle m'appelait maintenant. Comme une mauvaise herbe qu'on doit arracher. Et moi, j'avais été le tronc. Celui qui avait tenu sa vie quand tout tremblait. Je n'ai pas répondu. Mais ce soir-là, en fermant les rideaux, j'ai fait une liste. Une petite liste. Avec des choses simples. Une maison avec vue sur le lac. Une grande cuisine pour cuisiner avec les petits-enfants. Si un jour ils me le permettent. Un jardin avec un banc. Pas de jet privé. Pas de montre en or. Juste des choses qui me font me sentir chez moi. Enfin, en paix. Mon talisman. Ce médaillon avec la photo de ma mère. Je l'ai emmené avec moi à la banque. Je l'ai serré très fort pendant que je signais les papiers. Parce que même si personne ne la voyait, elle était là, avec moi. Elle aussi avait été une mère. Elle aussi avait été trahie. Elle aussi avait trop souvent gardé le silence. Et maintenant, après tant de batailles silencieuses, je sentais enfin qu'une femme comme moi pouvait aussi gagner. Mais pas avec des cris. Pas avec des humiliations. Avec des papiers signés. Des preuves solides. Et une paix profonde. Celle qui vient quand tu as tout donné. Et que malgré ça, tu restes debout. La nuit avant la conférence de presse, je n'ai pas dormi. Pas à cause du stress. Mais à cause des souvenirs. Je me suis assise près de la fenêtre. Avec la couverture tricotée par ma mère sur les jambes. Et j'ai laissé les souvenirs venir. Je l'ai revue, elle, petite fille. Ses tresses défaites. Ses chaussettes dépareillées. Courant vers moi avec un dessin à la main. T'es mon héroïne, maman. Avait-elle écrit avec des lettres toutes de travers. Elle l'avait collé sur le frigo. Avec le même aimant où, plus tard, j'avais accroché le billet. Je me suis rappelé toutes les fois où j'avais caché mes douleurs pour ne pas l'inquiéter. Quand j'ai vendu mon alliance parce qu'elle était malade et que l'assurance ne couvrait pas le médicament. Quand je n'ai rien dit, même si j'avais faim, et que je lui servais la plus grande part du repas. Je me suis souvenu de la manière dont je lui avais appris les multiplications avec des petits cailloux. Parce qu'on n'avait pas assez pour lui acheter des cahiers. Et de toutes les fois où elle m'avait dit « Quand je serai grande, je prendrai soin de toi, maman. Attends un peu. » Et j'ai attendu. Des années. Des décennies. Et maintenant, elle m'appelait sorcière. Et que pouvais-je faire? Regarder ailleurs. La laisser croire qu'on peut piétiner celle qui t'a donné la vie, et s'en sortir? Non. Cette trahison n'était pas seulement financière. C'était moral. C'était le coup final porté à une mère qui avait déjà trop saigné par amour. La vérité, c'est que j'ai hésité. Je me suis demandé si je ne devais pas tout laisser tomber. J'ai pensé à mes petits-enfants, au scandale, à la haine qui pouvait pousser entre nous, comme une mauvaise herbe. Mais alors je me suis souvenu de cette autre nuit. Celle du cri, de la valise sur le trottoir. De la pluie qui me trempait pendant qu'elle me disait « Tu ne verras pas un centime de mon argent. » Mon argent. Elle le disait comme si elle l'avait gagné honnêtement. Comme si elle l'avait mérité. Et moi, celle qui l'avait acheté. Celle qui avait rêvé, juste un instant, d'une vie digne. J'étais devenue une voleuse, dans sa tête. Là, j'ai compris. Ce n'était pas que pour moi. C'était pour toutes les mères qu'on a traitées comme des bonnes à tout faire, avec un nom de famille. Pour toutes les femmes âgées, jetées de côté quand elles ne servent plus. Pour toutes celles qu'on a appelées fardeaux, folles, sorcières, alors qu'elles n'avaient fait qu'aimer. Alors j'ai pris mon médaillon. Je l'ai ouvert. Et j'ai chuchoté à la photo de ma mère. Maman, cette fois, ma voix ne tremblera pas. C'était ma prière. Je n'ai pas demandé vengeance. J'ai demandé la force. Parce que, le lendemain, ce n'est pas une femme brisée qui allait parler. C'est une femme qui s'était relevée. Je n'ai envoyé aucune invitation. Je n'ai prévenu personne. Je n'ai lancé aucun avertissement. J'ai seulement confirmé la date et l'heure avec le bureau de la loterie. Et je me suis assuré d'arriver 20 minutes à l'avance. Avec mon vieux sac à la main. Et le médaillon dans l'autre. Comme un bouclier, comme un témoin.
L'événement allait être simple. Sobre. Sans presse people. Ni caméra à sensation. Juste les médias officiels. Les responsables du tirage. Des représentants légaux. Et moi. Ce n'était pas un gala. Ni un spectacle. C'était de la justice. Et la justice n'a pas besoin d'applaudissements. Mon avocat m'a fait un clin d'œil quand il m'a vu entrer. Aujourd'hui, tout change, a-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, sans sourire. Pendant qu'on m'ajustait le micro et qu'on vérifiait les papiers. Je me suis mise à penser à elle. Où était-elle, à ce moment-là? Peut-être qu'elle buvait un café mousseux dans un restaurant cher. Qu'elle essayait une robe qu'elle n'avait même pas encore fini de payer. Qu'elle se vantait auprès de ses amis d'une fortune qui ne lui appartenait plus. Je ne savais pas. Et ça ne m'importait pas. Parce qu'à cet instant, pendant que les techniciens installaient l'audio et les lumières, moi j'avais quelque chose qu'elle n'aurait jamais. Des preuves. Du soutien. Un nom propre. La salle n'était pas pleine. Mais il y avait assez de monde pour laisser une trace officielle. Je me suis assise au premier rang. Le rapport officiel sur les genoux. J'ai ressenti un frisson dans le ventre. Pas de nervosité. De calme. Comme quelqu'un qui sait que plus rien ne peut le briser. Puis, le présentateur a pris le micro. Il a remercié les personnes présentes. Expliqué le processus de vérification. Parlé des protocoles. Et enfin, il a prononcé mon nom. La véritable gagnante du gros lot est Madame Lydia Mendoza. Il n'y a pas eu de feu d'artifice. Pas de musique. Juste un silence. Un silence lourd. Comme celui qui tombe après un coup de feu. J'ai pris le micro. Je n'avais rien écrit. J'ai juste parlé avec le cœur. Merci d'être ici. Je ne suis pas venu réclamer de l'argent. Je suis venu récupérer mon nom. Ce billet. Je l'ai acheté un après-midi ordinaire. Après avoir acheté du pain. Je l'ai collé sur le frigo, dans la maison où je vivais avec ma fille. Et quelques jours plus tard, sans dire un mot, elle l'a pris. Et a dit au monde qu'il était à elle. J'ai respiré profondément. J'ai vu les journalistes prendre des notes. Ce qui m'a fait le plus mal. Ce n'est pas l'argent perdu. C'est sa trahison. Mais aujourd'hui, avec ces documents, je prouve que les mères savent aussi se défendre. Pas avec des cris, ni des insultes, mais avec des preuves. Avec dignité. J'ai posé le micro sur la table. Je me suis levé. Et je suis retourné à ma place. Mon avocat m'a tapé l'épaule. Vous l'avez fait. Dans mon sac, le téléphone vibrait. Messages. Appels. Certains de numéros connus. D'autres, pas du tout. Et parmi eux, un nom. Le sien. Je n'ai pas répondu. Parce que, pendant qu'elle ne comprenait pas encore ce qui venait d'arriver, moi, j'étais déjà rentré à moi-même. La vidéo a été diffusée en direct sur la page officielle de la loterie. Ce n'était pas un sujet tendance. Mais il a suffi de quelques milliers de vues pour que la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Une dame âgée identifiée comme la vraie gagnante du prix de 10 millions, sa fille avait tenté de l'encaisser à sa place. Pas besoin de nom. Les gens ont tout compris très vite. Surtout ceux qui suivaient ma fille sur les réseaux. Les publications. Les photos. Les commentaires. Tout pointait vers elle. Et maintenant, tout se retournait contre elle. Moi, j'étais à la maison quand ça a explosé. Je n'ai même pas allumé la télé. J'ai juste fait chauffer de la soupe. Et je me suis assise dans la cuisine à regarder la vapeur monter de la casserole. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je ne répondais pas. Je regardais juste les messages s'enchaîner. Encore. Et encore. Et encore. Jusqu'à ce que le téléphone sonne. C'était elle. Je n'ai pas décroché. Elle a rappelé. Encore. Puis encore. J'ai fini par éteindre le téléphone. Mais ça n'a pas duré longtemps. Elle m'a envoyé un message vocal. Je l'ai écouté. Sa voix était différente. Elle criait. Elle pleurait. Qu'est-ce que t'as fait, maman? T'as tout foutu en l'air. Comment t'as osé? C'est ma vie. Mon nom est partout. T'as pas le droit. Tu peux pas me faire ça. Je l'ai arrêtée en plein milieu de sa crise. Pas parce que ça me blessait. Mais parce que ça ne me touchait plus. Ce n'était plus ma fille. Pas celle que j'avais élevée. C'était une autre personne. Quelqu'un qui s'était laissé pourrir par un morceau de papier. En oubliant tout ce qu'on avait été un jour. J'ai regardé le médaillon autour de mon cou. La photo de ma mère était toujours là. Paisible. Sereine.
Je me suis caressé la poitrine avec la paume de ma main, comme pour chercher de la force. Mais je n'en avais plus besoin. Je l'avais déjà. La nouvelle s'est répandue partout. Dans les émissions du matin, sur les sites d'actualité, même dans des forums de potins. La dame qui a récupéré sa fortune avec des preuves. Certains m'appelaient la mère silencieuse. D'autres, la justicière du frigo. Peu m'importait. Mais ce qui m'a fait rire, même si c'était une drôle de tristesse, c'est de voir tous ceux qui, avant, félicitaient ma fille dans les commentaires, supprimer leurs messages ou la critiquer. Je n'ai jamais aimé son attitude, a écrit l'une. Elle avait l'air fausse, a dit une autre. Comme le vent change vite quand il sent l'odeur du scandale. Pendant qu'elle essayait de supprimer ses publications, de faire taire les critiques. Moi je recevais des appels de journalistes, de magazines, même des propositions pour raconter mon histoire à la télé. Je l'ai et toutes refusées. Je n'avais pas besoin de célébrité. Tout ce que j'avais voulu, c'était récupérer ce qui m'appartenait. Et maintenant, je l'avais. Je n'ai pas crié. Je n'ai frappé personne. Je n'ai pas menacé. J'ai juste fait ce que personne ne s'attend à voir d'une femme de mon âge. Dire ma vérité. Et ne pas reculer d'un millimètre quand on a voulu la cacher. Ce jour-là, pendant que tout le monde parlait de ce qui s'était passé, j'ai fait quelque chose de très simple. Je suis allé au marché. J'ai acheté du pain frais, des tomates, un peu de basilic. Et je suis rentré chez moi. La paix. Ce n'est pas quelque chose qui fait du bruit. C'est quelque chose qu'on ressent. Et pour la première fois depuis des années. Je l'ai senti. Il ne s'était même pas passé 24 heures depuis la conférence de presse. Qu'elle m'a appelé à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Pas parce que je voulais l'entendre. Mais parce que je savais que j'avais besoin de fermer le cercle. Avec ma propre voix. Tu me l'as volé. A-t-elle crié, sans dire bonjour. C'était à moi. Toi, t'as rien fait. T'as juste eu de la chance. C'est moi qui en ai fait quelque chose de grand. Je suis restée silencieuse. À écouter chaque mot. Comme si je regardais une pièce de théâtre depuis le fond de la salle. Ça ne faisait plus mal. Ça sonnait juste vide. Comme un écho dans une maison abandonnée. Quand elle a enfin terminé, j'ai parlé, doucement mais clairement. C'est moi qui l'ai acheté. Je l'ai collé sur le frigo. Et toi, tu l'as pris en silence. Tu ne m'as rien dit. Tu n'as même pas partagé une miette. Et maintenant, tu dis que c'est à toi? Tu comprends pas. A-t-elle hurlé. J'avais des projets. Une nouvelle vie. Toi, t'allais tout gâcher. J'ai souri. Pas pour me moquer. Mais par fatigue. Ma chérie. Il n'y a pas de gaspillage plus grand que la trahison. Et toi, tu as jeté à la poubelle quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Il y a eu un long silence de l'autre côté. Puis, avec une voix plus basse, plus méchante, elle a dit. Tu sais quoi? Tu vas finir seul. Tu peux avoir tout l'argent. Mais personne ne va t'aimer. Tes petits-enfants vont te détester. Tu vas mourir dans un lit froid. Avec des billets, mais sans câlin. J'ai respiré profondément. J'ai enlevé le médaillon de mon cou. Je l'ai posé sur la table. Et je l'ai regardé pendant que je lui répondais. J'ai déjà été seul, ma fille. J'ai été seul quand tu m'as mise dehors. Quand tu as pris ce qui était à moi sans demander. Quand tu m'as traité de sorcière, en public. Et malgré tout ça, je suis là. En paix. Elle a voulu répliquer. Mais je ne lui ai pas laissé l'occasion. Et au cas où tu voudrais le savoir, j'ai déjà donné la moitié du prix à des refuges pour mères célibataires. À celles qui ne jettent pas leur propre mère à la rue, quand elles ne leur sont plus utiles. Elle est restée muette. Tu trouves ça cruel? Ce n'est pas cruel. Ce qui est cruel, c'est ce que tu m'as fait. Ce que j'ai fait, moi, c'est de la justice. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Pas par vengeance, mais par dignité. Parce que j'avais compris une chose. Toutes les batailles ne se gagnent pas en criant. Certaines se gagnent simplement, en refusant de rester dans le même cercle. Ce soir-là, mon avocat m'a confirmé que son compte principal avait été gelé. À cause des soupçons de fraude sur la réclamation. Tout ce qu'elle avait acheté pour sa nouvelle vie était en train d'être vérifié. Les voitures, les meubles, les propriétés. Rien n'était vraiment à son nom. Tout lui échappait entre les doigts. Et moi, je n'ai rien fait de plus. Je n'ai pas déposé d'autres plaintes. Je n'ai pas cherché à la punir. J'ai juste laissé le système faire son travail. Parce qu'il n'y a pas de pire coup pour un voleur
que de voir la victime tout récupérer, sans élever la voix. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pendant qu'elle criait, moi j'ai simplement dit « Adieu ». Ce qui est arrivé ensuite a été rapide. Plus rapide que je ne l'aurais imaginé. À peine le résultat officiel annoncé, les banques qui lui avaient accordé des crédits ont commencé à appeler. Elles ont vite découvert qu'elle avait utilisé des documents flous pour obtenir des prêts en avance. En quelques semaines, tous ses comptes ont été bloqués. Tout ce qu'elle avait acheté s'est mis à s'écrouler, comme un château de sable. La voiture de luxe a été rendue. La grande maison est passée en procédure de saisie. Ses cartes de crédit ont été bloquées. Et ses amis? Ah, ses amis. Ils ont disparu comme des feuilles au vent. Ceux qui mettaient des petits cœurs sous ses photos ne lui parlaient plus. Certains ont même partagé son histoire sur les réseaux, comme s'ils étaient de simples spectateurs innocents d'une pièce à laquelle ils n'avaient jamais participé. Sa dernière publication sur son compte, c'était une vieille photo avec ses enfants. Sans filtre. Sans texte. Juste du silence. Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas publié ma victoire. Je ne me suis pas moqué. Parce que je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti de la justice. Oui. Mais aussi une vieille tristesse. De celle qui s'installe dans les os. Parce qu'aucune mère ne rêve de voir sa fille tomber. Mais aucune mère ne rêve non plus que sa propre fille soit celle qui la pousse dans le vide. J'ai commencé à recevoir des appels de connaissances, de cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Tous voulaient savoir comment j'allais. Certains avec une voix curieuse, d'autres avec une voix un peu coupable. J'ai répondu avec politesse. Rien de plus. Le cercle autour de moi était devenu plus petit. Oui. Mais il était beaucoup plus sain. Mon avocat m'a prévenu que l'enquête pour fraude avançait bien. Si vous le voulez, on peut aller jusqu'au procès. Pour tentative d'usurpation. On peut même lui demander des dommages et intérêts. Madame Lydia. Je l'ai regardée. Et j'ai juste secoué la tête. Je n'ai pas besoin d'un centime de plus. Ce qu'elle me devait, ce n'était pas de l'argent. C'était du respect. Et ça, je l'avais déjà récupéré. Ce jour-là, j'ai cuisiné pour moi toute seule. Du riz avec des lentilles. Comme au bon vieux temps. J'ai mis de la musique des Panchots. Et j'ai balayé le salon au rythme de leur guitare. Le soleil entrait par la fenêtre. Comme un vieil ami. Je n'avais besoin de rien d'autre. D'après ce que j'ai su, elle a tenté de contacter quelques magazines. Elle voulait nettoyer son image. Mais personne ne voulait de son histoire. Elle n'était plus un visage à la mode. Elle était devenue un scandale qu'on préférait oublier. Et moi, loin du bruit, j'ai commencé à regarder des maisons près du lac. Avec une grande cuisine, de grandes fenêtres, et un petit bout de terrain pour planter de la menthe. Rien d'extravagant. Juste à moi. Son monde s'écroulait. Et le mien commençait enfin à fleurir. Elle a frappé à ma porte un après-midi gris. Sans prévenir. Je l'ai reconnue à la façon dont elle toquait. Rapide, nerveuse. Comme si le temps lui devait quelque chose. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas couru. J'ai marché lentement vers la porte. Comme quelqu'un qui a déjà vécu toutes les tempêtes. Et qui sait qu'aucune ne dure pour toujours. Là, elle était. Ma fille. Décoiffée. Sans maquillage. Portant une veste empruntée. Il ne restait rien de la femme brillante d'Instagram. La reine des phrases inspirantes. Elle m'a regardé avec des yeux rouges. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de la rage. Maintenant t'es contente? A-t-elle craché? C'est ça que tu voulais? Me voir ruiné. Me voir humilié. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Je l'ai regardée avec la même tendresse que celle avec laquelle je l'avais bordée les nuits de fièvre. Et avec la même fermeté que celle avec laquelle je lui avais appris à dire merci et pardon. Je ne suis pas venu pour te demander quoi que ce soit, a-t-elle continué. Je voulais juste que tu me regardes en face. Parce que tu m'as tout pris. J'ai secoué la tête. Doucement. Non, ma fille. C'est toi qui as tout perdu. Moi, j'ai simplement repris ce qui m'appartenait. Sans voler. Sans mentir. Sans crier. Elle a froncé les sourcils. T'étais ma mère. T'aurais dû me protéger. Pas me détruire. Et là, j'ai vu le fond. Il n'y avait ni regret. Ni conscience. Seulement le même ego blessé. Qui l'avait poussé à voler mon billet. Sans même me laisser un verre d'eau.
J'ai été ta mère, lui ai-je dit. Et comme mère, je t'ai tout donné. Mais être mère, ce n'est pas être esclave. Ce n'est pas te laisser me piétiner. Juste parce que toi, tu as oublié qui t'a élevé. Elle est restée sans voix. Pas parce qu'elle avait compris, mais par frustration. Je croyais que tu comprendrais, a-t-elle murmuré. Que tu le ferais pour les enfants. Ah, les enfants. Oui, ils me manquaient. Ne pas les voir. Ne pas les prendre dans mes bras. Ne pas les entendre rire dans la maison. Mais ils n'étaient pas des otages. Pour m'obliger à renoncer à ma dignité. Ne les utilise pas comme excuse, ai-je dit. Ils méritent une mère honnête. Pas une mère qui vole. Et qui blâme tout le monde, sauf elle-même. Des larmes coulaient sur son visage. Mais ce n'était pas de la douleur. C'était de la colère impuissante. J'ai nulle part où aller. J'ai rien. La vérité, c'est qu'elle avait quelque chose. Elle avait le même point de départ que moi. Et comme moi, elle avait le choix. Se reconstruire. Ou continuer à chercher quelqu'un à blâmer. J'ai inspiré profondément. J'ai serré le médaillon contre ma poitrine. Et j'ai dit une seule chose. Adieu. J'ai fermé la porte avec calme. Pas avec colère. Pas avec fierté. Avec paix. Parce que j'avais compris une dernière chose. Il y a des portes qu'il faut fermer pour toujours. Pas parce qu'on déteste ceux qui sont de l'autre côté. Mais parce qu'on s'aime assez. Pour ne plus les laisser revenir avec les mêmes cris. Elle est partie. Et moi, je suis enfin resté seul. Mais cette fois, seul, en liberté.